Liedi Diamabela, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation quelques semaines seulement après votre libération. Bonjour à tous vos auditeurs, à tous vos téléspectateurs, à tous ceux qui vont nous suivre à travers vos différentes plateformes. Merci plutôt à vous de m'avoir convié une fois de plus à ces échanges et je suis bien disposé à le faire. Nous sommes très heureux de vous revoir encore. Alors, Yedidia, le 1er octobre dernier, vous êtes arrêté après un sit-in pacifique devant l'Assemblée provinciale de la Chopo. Pouvez-vous nous décrire ces moments, ce que vous faisiez exactement, ce que vous ressentiez avant que tout bascule le lendemain? Merci beaucoup. Alors, le 30 septembre, nous avions organisé un sit-in devant le bureau de l'Assemblée provinciale de la Chopo, dont le but essentiellement d'interpeller et d'inviter les députés provinciaux à exercer un contrôle parlementaire rigoureux, sans complexe, sur l'exécutif provincial. Pourquoi alors nous avions demandé aux députés provinciaux de faire ça? C'est parce que nous avions remarqué qu'il y avait plusieurs dossiers qui laissaient transparaître une mauvaise gestion ou une mauvaise gouvernance de la province. Parmi ces dossiers, nous avions d'abord tiré la sonnette d'alarme sur le fait que la province de la Chopo et la ville de Kisangani fait face à plusieurs défis, et surtout des défis d'accès aux services sociaux de base. Accès à l'eau potable, accès à l'électricité, accès aux soins de santé, accès ne fût-ce qu'à la nourriture. Vous savez que la province de la Chopo, malgré qu'elle soit une province à vocation agricole, eh bien, les denrées alimentaires, le prix des denrées alimentaires ne cesse d'engringoler sur le marché, sur nos différents marchés. Et donc, dans une province qui fait face à tous ces défis, eh bien, le gouvernement provincial, lui, s'évertue plutôt à organiser des activités de divertissement, notamment un double concert avec une artiste venue de Kinshasa, une artiste musicienne venue de Kinshasa. On a tiré la sonnette d'alarme sur le fait que prioriser l'organisation d'un concert alors que la province de la Chopo faisait face à plusieurs autres défis, c'était un choix pour nous irrationnel et que le député devrait creuser à fond pour comprendre pourquoi cela a été fait et tirer les conséquences politiques qui en découlaient. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait également la question de la réhabilitation de nos routes. Les routes, la route nationale, Transwa-Avakoubi. Vous savez que le gouvernement provincial avait appuyé les travaux de réhabilitation de ces routes-là. Et selon les contrats auxquels nous avions eu accès, signés entre le gouvernement provincial et l'entreprise qui était censée exécuter ces travaux, 1 kilomètre seulement de route était fixé à autour de 63 000 $. Alors que c'est entre 23 à 25 000 $ le prix aux standards internationaux. Alors pour nous, c'était aberrant que le prix soit fixé 3 fois plus cher qu'est-ce qui est reconnu sur le marché. Mais au-delà de ça, il y avait aussi le dossier d'achat des véhicules pour lequel les véhicules ont été achetés trop cher par le gouvernement provincial. Et donc, tous ces dossiers-là, nous, en tant que citoyens, on s'était dit, il est important que l'Assemblée provinciale puisse se réveiller. Parce que nous avions observé un mutisme de la part de nos élus qui les empêchait à exercer véritablement leur rôle. Mais aussi pour nous, ce mutisme semblait un peu à une forme de complicité. Et donc, nous sommes allés devant l'Assemblée provinciale ce jour-là. Nous avons lu un mémo, nous l'avons déposé. Mais il faut noter en passant que cette action, cette manifestation, qui du reste était pacifique, nous sommes venus en citoyens non violents, en citoyens civilisés, mais la police nous a bastonnés, la police nous a tapés. Et la police nous a même blessés. Il y avait un de nous qui était grièvement blessé à la tête et qui s'en est sorti avec une blessure. Il a fallu l'amener à l'hôpital pour suturer la blessure et pour le prendre en charge. On était bastonnés, on était tabassés, alors que nous étions non violents, nous étions pacifiques. Mais au finish, comme nous sommes des citoyens résistants, nous avons résisté jusqu'à ce que le bureau de l'Assemblée provinciale nous avait réussi à travers le président de l'Assemblée provinciale. Nous avons lui déposé notre mémorandum et après, voilà, un jour après cette manifestation, je me retrouve devant le barreau, si je peux le dire, c'est-à-dire que là... C'est-à-dire le lendemain de votre sit-in. Le lendemain de ces sit-in-là, il y a un mandat d'amener qui surgit dans mon bureau avec une équipe de 5 personnes qui viennent m'arrêter dans mon bureau
il n'y avait jamais eu de mandat de comparution, il n'y avait jamais eu d'invitation. J'ai été amené directement pour être interrogé. Et j'ai été interrogé pendant plusieurs minutes. À l'issue de cette interrogation verbalisée, j'attendais mon sort. Et j'ai entendu pendant quelques 30 ou 1 heure du temps. Et après, je serai informé que voilà, je suis déféré devant le tribunal de paix de Makiso, où je devais comparaître en flagrance. Et c'est là où j'ai comparé en flagrance. J'apprends que je suis poursuivi pour 3 infractions. On dit que je suis poursuivi pour propagation des faux bruits. On dit que je suis poursuivi également pour imputation dommageable. On dit que je suis poursuivi également pour diffusion de fausses informations par les biais de l'Internet. Et le procès commença. Vous réclamiez un contrôle parlementaire sur le fonds public. Pourquoi cette revendication était-elle si importante pour vous? Mais pour nous, c'est important parce que, comme vous le savez, les fonds de l'État ou les deniers publics doivent servir à la satisfaction des besoins d'intérêt général. Et pour nous, en tant que citoyens engagés, est-ce que, et ce qu'il faut peut-être dire avant d'avancer, c'est que quand vous lisez la Constitution de la République, vous vous rendez compte que les contrôles citoyens est un devoir citoyen garanti par notre Constitution. La Constitution nous donne les devoirs en tant que citoyens de veiller au respect des intérêts publics. Voyez-vous? Et donc ne pas les faire, c'est manquer à un devoir. Nous, en tant que citoyens, en tant que patriotes, on ne pouvait pas manquer à ces devoirs-là qui, du reste, est un devoir citoyen. Ça, c'est de 1. Et de 2, la participation citoyenne dans la gestion de la chose publique nous oblige, nous, en tant que citoyens, de nous prononcer. Et nous avons la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté des manifestations qui sont régies par notre Constitution. Et donc, ces libertés doivent être exercées dans le strict respect de la loi. Et c'est ce que nous avions fait. C'est parce que nous sommes citoyens et que nous devons veiller au respect ou à la satisfaction des besoins de la population. C'est pourquoi nous sommes allés devant l'Assemblée provinciale pour dire, écoutez, c'est vous qui êtes l'organe, l'autorité budgétaire. Vous venez des vacances parlementaires, bientôt vous allez commencer la session budgétaire. Mais écoutez, il y a de l'argent qui a été à un moment donné géré pas de manière orthodoxe. Nous voulons que vous puissiez vous y pencher et que vous y travaillez pour tirer les conséquences politiques qui peuvent en découler. Certains disent que la Lucha Filimbi dérange parce qu'elle s'attaque à des intérêts puissants. Est-ce que ces jours-là, vous aviez le sentiment que votre simple présence était déjà perçue comme une menace politique? Pour nous, déjà, le plus puissant, c'est le peuple. Et que les gens puissent vraiment se rappeler, se souvenir de ça. Nous sommes dans une démocratie. Le Congo est une démocratie. Et dans cette démocratie, notre constitution dit que le pouvoir appartient au peuple. Et donc, c'est le peuple qui est le souverain primaire. Et ce peuple-là qui confère ou qui donne le pouvoir à ses représentants pour l'exercer pour son propre bien. Et donc, pour nous, le plus puissant, c'est le peuple. Oui, et déjà, nous savions que, voilà, à chaque manifestation, la police, parfois, ne nous comprend pas. Parfois, les autorités ne nous comprennent pas. Et donc, pour nous, évidemment, nous étions conscients du fait que notre présence pouvait déranger, mais cela ne pouvait pas nous fragiliser. Vous avez pris tous les risques. Exactement, parce que rien n'est plus cher que le Congo. Malgré les risques, pour nous, c'était important de nous exprimer dans le strict respect de la Constitution et de l'ordre public. À partir du moment où nous étions conscients que cette manifestation n'avait aucun moment déstabilisé l'ordre public, n'avait aucun moment violé la Constitution, eh bien, les risques étaient à prendre et nous l'avons pris. Après votre arrestation, vous êtes conduit directement au parquet, puis condamné à 6 mois de prison. Comment avez-vous vécu ces premières heures derrière le barreau? Est-ce que vous avez compris tout de suite ce qu'on vous reprochait? Pour moi, il faut souligner qu'il y a eu d'abord un procès en flagrance. Okay. Le procès en flagrance, pour moi, n'avait pas respecté les règles fondamentales des droits de la défense, d'abord. Ensuite, les droits humains. Il s'agissait d'un procès qui, à mon avis, était un procès politique.
parce que la célérité avec laquelle ce procès a été conduit laissait transparaître évidemment qu'il s'agissait d'un procès qui répondait plutôt à des dictats politiques. Et donc, à partir du moment où je me rendais compte que mon dossier était juridiquement vide et que je n'avais commis aucune infraction, et en tout cas moi j'ai gardé mon calme. J'ai gardé mon calme, ma conscience tranquille, et je me disais, je vais affronter ces politiciens qui utilisent la justice pour faire taire les voix dissidentes. Je vais les affronter courageusement et je fais foi à la justice. Je sais que la vérité finira toujours par triompher. Et même lorsque j'ai été condamné, c'est pourquoi vous avez vu, j'ai acté appel sur le banc. Quand j'ai été condamné, tout de suite, j'ai récusé cette condamnation, ce jugement pour moi qui était unique, qui était un jugement injuste, une condamnation injuste. C'est comme ça que j'ai tout de suite acté appel sur le banc pour évidemment essayer d'aller en appel et de faire prévaloir mon innocence. Et c'est ce qui fut fait, voilà. Vous avez été condamné pour propagation de faux bruits. Quand vous avez attendu ces mots, qu'avez-vous ressenti? Qu'est-ce que vous avez ressenti après avoir appris que vous étiez condamné pour propagation de faux bruits? Alors, je dois vous avouer que... Est-ce que ce que vous avez dit était un faux bruit devant... on va rappeler aux auditeurs que vous avez fait ça devant le président de l'Assemblée provinciale et vous allez lire votre mémo. Et est-ce que ce qui contenait dans ce mémo-là était perçu comme un faux bruit? Il y a jamais eu de faux bruit, ni dans les mémos, ni dans mes précédentes communications, parce que dans ces procès, on a imprimé plusieurs communications que je fais sur ma page Facebook et on les a soumis, on les a versées dans les dossiers. Tenez, qu'est-ce qui est faux bruit là? Le gouvernement provincial de la Tchopo a organisé un concert. Les preuves existent. Il y a eu des affiches. Il y a eu des invitations émises par le ministère provincial de culture et art. Et donc, il n'y a jamais eu un faux bruit. Le bruit là, il était vrai si c'était un bruit. Parce que l'information était vraie. L'information était avérée. Le gouvernement a bel et bien organiser ces concerts, et quand on organise les concerts, on fait déplacer une artiste de Kinshasa. Ça veut dire qu'il y a des fonds, il y a de l'argent qu'on dépense pour organiser ces concerts. Tout cela a été effectué par le compte du fonds public provincial. Mais c'est le gouvernement provincial qui a organisé les concerts. Qui a rappelé, qui a invité l'artiste dans la province. Exactement. Le concert a été organisé par le ministère provincial de culture et art sous le haut patronage de l'ancien gouverneur de province. Et au-delà de ça, l'autre fait qu'on qualifierait de faux bruit, c'est la réhabilitation à plus de 63 000 $ de route, de route. 1 kilomètre de route qui a coûté autour de 63 000 $. Là encore, c'est pas un faux bruit. Le contrat existe. Et vous avez les preuves palpables pour... Nous avons versé toutes ces preuves devant le juge, que ce soit les juges en première instance ou les juges en appel. Et donc, à aucun moment, il s'est agi d'un faux bruit. Parce que l'argent a été dépensé pour faire ces routes-là. Et ces routes, ces prix-là, ce n'est pas moi qui les invente. C'est le contrat. Il n'y a jamais eu de faux bruit. Et lorsqu'on parle de l'affaire de l'achat de véhicules, là encore, il n'y a jamais eu de faux bruit. Parce que, évidemment, il y a un contrat qui existe. Et nous avons profité de ces procès-là pour verser toutes les preuves, pour dire que ces faits étaient vrais. Et à aucun moment, on pouvait qualifier ça de faux bruit. Il s'agissait des informations vraies. Pour qu'on parle de faux bruit, il faut que l'information soit fausse. Ça, c'est de 1. Mais de 2... pour qu'on parle de faux bruit, il faut que ces informations fausses-là soient diffusées dans le but d'alarmer la population. Mais moi, je n'ai jamais diffusé ces informations-là dans le but d'alarmer la population. Au contraire, j'ai commenté les informations qui ont été diffusées par des médias crédibles dans le but de pousser le gouvernement provincial à recentrer son action sur les priorités de la population, dans le but d'améliorer la gestion de la province. Et donc, à aucun moment il s'est agi d'un faux bruit.
il n'en était pas le cas. D'ailleurs, la preuve, c'est que non seulement que j'ai été acquitté, vous savez que j'ai été acquitté. Exactement. Ça veut dire que tous les griefs retenus à votre charge, retenus à ma charge, j'ai été blanchi de tous ces griefs. Mais au-delà de ça, sur le plan politique, nous avons vu, il y a eu une motion. Et les députés ont voté la motion quelques jours après que je sois derrière le barreau. Et donc, si c'était des faux bruits, les députés provinciaux n'allaient pas déchoir une autorité sur base de ces faits-là. Ils auraient pris les mêmes faits. Et donc, je profite de votre micro et de votre caméra pour dire à aucun moment j'ai diffusé de faux bruits. J'ai relayé, j'ai commenté, j'ai analysé en toute indépendance d'opinion des faits vrais. Et j'ai réveillé les députés provinciaux qui étaient comme dans un sommeil, qui étaient comme dans un mutisme. Enfin, ils se sont réveillés et ils ont fait leur boulot. Voilà. Pendant votre détention, plusieurs médias, y compris France 24, ont parlé de vous. Comment avez-vous appris que votre histoire avait franchi les frontières pendant que vous étiez incarcéré? Alors déjà, je profite aussi pour remercier tous les médias. Il n'y a pas eu que France 24. Et Ebenezer aussi a parlé de mon arrestation dans les journaux. Je suivais la radio quand même, j'étais en tôle. Nous avons des radios là-bas. Je suivais, ça a passé dans plusieurs médias. De Kisangani, dans plusieurs médias nationaux, évidemment aussi dans plusieurs médias internationaux. Et donc moi je commence d'abord par remercier tous les médias qui m'ont accompagné pendant ces moments d'incarcération injuste et politiquement motivé par l'illusion de vouloir me taire. On ne peut pas faire taire la vérité. Même si on choisit de m'étouffer moi ou de me jeter en tôle, il y aura d'autres voix qui s'élèveront. La vérité aura toujours des défenseurs. Mais maintenant, que l'écho puisse aller au-delà de nos frontières, évidemment, cela démontre qu'il s'agissait d'une cause noble. Cela démontre que ma lutte était une lutte noble. Cela démontre que la lutte de la Lucha, la lutte de Filimbi, était une lutte noble. Et comme c'était une lutte noble, on ne pouvait pas trafiquer la vérité. On ne pouvait pas étouffer la vérité. Plus vous cherchez à étouffer la vérité, plus la vérité va continuer à crier plus fort. Yedidia, quand on est enfermé pour avoir simplement exercé un droit citoyen, qu'est-ce qui permet de tenir? La foi, la colère par exemple. On s'est dit, bon, écoutez, cette fois-ci, on m'a arrêté parce que voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et que ce n'était pas juste. Vous avez la colère et ça vous permet de vous maintenir, ou l'amour du pays, ou encore moi je dirais que c'est l'amour de votre femme ou votre fiancé peut-être qui vous a permis de tenir très longtemps. Qu'est-ce qui vous a permis en fait de tenir? Merci beaucoup, ça c'est une question très pertinente. Beaucoup de choses vous permettent de tenir lorsqu'on est derrière le barreau pour une cause noble. La première puissance qui vous permet de tenir, c'est Dieu. Comme vous savez, Dieu c'est le juste juge. Sa justice ne trahit jamais. Et donc quand vous vous retrouvez en prison et que vous n'avez commis aucun crime, c'est la force spirituelle que vous puisez, l'énergie positive que vous puisez, c'est d'abord Dieu. Vous vous dites, en tout cas, celui qui est le juste juge, celui qui défend la cause de juste, vous défendra. La deuxième chose qui vous permet de tenir, c'est la solidarité. La solidarité de vos proches. Et moi, j'ai bénéficié de cette solidarité. Vous avez vu l'élan de mobilisation qui a été tout de suite mis en place lorsque j'ai été arrêté. Il y a eu des activistes, il y a eu des citoyens, il y a eu des journalistes, il y a eu des personnalités politiques, il y a eu des acteurs de la société civile, il y a eu des personnalités dans le milieu scientifique. Il y a eu une sorte d'unanimité sur ma cause. Vous avez vu même certains partis politiques de la majorité, tels que vous avez vu la fédération de jeunes de l'UDPS dénoncer mon arrestation. Les partis au pouvoir, les activistes de tous bords, les acteurs politiques de tous bords, de gauche comme de droite, de l'opposition comme de la majorité. Et donc, quand vous êtes arrêté et qu'il y a cet élan de solidarité et qu'il y a cette mobilisation autour de votre cause, en tout cas, ça vous donne la force de tenir. Ça vous donne la force de résister. Mais aussi, troisièmement, il y a l'amour de la patrie.
Moi, je suis Congolais dans l'âme. Je suis patriote dans l'âme. Et je ne pourrai jamais... À partir du moment où je me rends compte que je suis arrêté parce que quelqu'un veut faire taire mon engagement citoyen, cela me remotive, me revigore. Cela me donne de l'énergie pour poursuivre ma lutte. C'est comme une drogue. C'est comme une motivation supplémentaire qui me dit au fond, ok, maintenant qu'il cherche à me taire, je ne peux jamais me taire parce que si je me tais, c'est mon âme qui s'était. Et donc il y a aussi ça, il y a l'amour de la patrie, mais il y a aussi évidemment la solidarité de la famille, quoi. Pendant que vous étiez incarcéré, vous avez dit tout à l'heure que vous avez reçu plan de figure public de la ville. Pouvez-vous nous les dire? Des personnalités politiques, par exemple? Parce que je vis sur les réseaux sociaux qu'il y avait un élu de la ville qui était passé vous voir. Alors, je vous jure que si je me mets à citer les noms de toutes ces personnalités qui ont témoigné leur solidarité à ma modeste personne pendant mon séjour carcéral, la liste, en tout cas, on ne va pas finir l'émission. Ils sont nombreux. Moi, je profite plutôt pour dire merci à toutes ces personnalités. Elles sont tellement nombreuses, ces personnes, que même si je me mets à citer, on ne va pas finir la liste. C'est une question de curiosité. Est-ce que nous pouvons savoir les contenus de ce que vous avez discuté avec cet homme politique qui était avec passé? Qui il y a eu beaucoup d'hommes politiques. Vous voulez, je peux citer un? Allez-y, parce que je vis sur les réseaux sociaux. Je vis sur les réseaux sociaux qu'il y avait l'honorable Théophile Lotika qui était passé vous voir, vous réconforter, si je ne me trompe pas. Oui. Mais nous n'avions pas, moi personnellement, je n'ai pas su le contenu de cette conversation. Qu'est-ce que vous avez parlé? Alors, il vous a motivé de pouvoir tenir bon? Je vais répondre directement à cette question, mais je souligne qu'il n'était pas les seuls en tout cas. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Et je remercie toutes ces personnalités qui sont venues plusieurs fois me voir, notamment le député Théophile Lotika, que je connais depuis un bout de temps, depuis longtemps. C'est un aîné que je connais, avec qui nous échangions par les passés, lorsqu'il était d'abord député provincial. Lorsque nous avions des initiatives de contrôle, nous l'avions approché. Il faut souligner que c'est parmi les députés le plus ouvert. Il est abordable et il est foncièrement stoïque. Il supporte la critique. Et c'est comme ça que par le passé, plusieurs fois, nous avions eu à l'approcher sur plusieurs sujets. Alors, quand il est venu me voir dans ma cellule où j'étais, nous avons échangé. Il a voulu comprendre pourquoi j'ai été arrêté. Au-delà de tout ce qui se disait, j'ai répété la version. Je lui ai expliqué que j'ai été arrêté parce que, évidemment, on voulait me faire taire. Et que je ne pouvais pas accepter de me taire à cause de cette arrestation. Il a voulu aussi me réconforter pour me dire, tiens bon, je connais ton engagement, je sais qu'il s'agit d'un engagement foncièrement citoyen, ça c'est ce que j'ai aimé, il s'agit d'un engagement citoyen, tiens bon, ça va aller, la justice va finir par triompher. Nous sommes de cœur avec toi. Voilà tout ce qu'il m'a dit. Et les échanges ont tourné autour des conditions aussi, évidemment, d'arrestation. Il voulait se rassurer que je suis bien traité, je n'ai pas... tout va bien là-bas et tout. Si j'arrive à tenir moralement, je lui ai dit que j'ai tenu le coup. Voilà. Et vous avez tenu correctement. Exactement. Ayedi Diawabela, défenseur des droits humains, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir encore aujourd'hui dans notre podcast. Ayedi, le 8 octobre, pendant que vous étiez encore incarcéré, une marche pacifique a été organisée pour réclamer votre libération. Cette marche a été réprimée de manière violente. Le même jour, votre camarade Joël Mbia, qui était sous dominance des personnes inconnues, va perdre la vie dans un hôpital de la commune de la Chopo. Il y a également un journaliste qui va se faire tabasser durant la marche en plein exercice de ses fonctions d'ailleurs. Et je te propose qu'on écoute le témoignage de l'un de votre camarade d'élite, Christian Kambi, qui faisait partie de cette marche du 8 octobre, des seigneurs Bouchiri, qui est proche de Joël Mbia, qui va témoigner sur les dernières heures qui a conduit la mort de ces fervents militants. Enfin, pour finir, le témoignage du journaliste agressé Gaston Mukendi. On y va? Allez-y. Vous savez, nous avons été réprimandés par le pouvoir public.
pendant que la Constitution nous donne ce prérogative, ce pouvoir-là, de manifester en respectant bel et bien les lois. Parmi les lois, ce qui prime la primauté de toutes les lois, c'est la Constitution, qu'on appelle la loi fondamentale d'un pays. Si un pays doit se développer, ils doivent commencer d'abord par respecter la Constitution. Alors, nous avons respecté la Constitution en informant l'autorité de la manifestation, en respectant la procédure, mais également en donnant l'itinéraire exact. Après là, on est descendu dans la rue de 8, dont notre ami aussi est décédé, excusez-moi du Reddy. Nous avons été réprimandés par la police, mais les gens qui étaient à la base de cette agression, moi je les considère comme étant des rebelles, parce que ce sont des civils qui étaient pro-pouvoir, pro-gouvernant, qui nous ont tabassé plus de 20 minutes, aux vies aussi hautes de tout le monde. Les gens qui nous ont réprimandés, c'était des civils comme moi et vous. Ce n'étaient pas les agents de l'ordre. Les agents de l'ordre sont venus. Lorsqu'on organise une manifestation, les gens qui encadrent la manifestation, ce sont les policiers. Pour nous, nous étions surpris de ne pas être accompagnés par la police. Nous nous sommes rendus compte que nous ne menaçons pas un danger à l'ordre public. Fort malheureusement, nous avons été bastonnés. Il y a eu de blessés parmi les activistes pro-démocratie, que les civils pro-gouverneurs nous ont lynchés comme pas possible. Et puis la police est venue 20 minutes après pour nous embarquer, nous seulement, pas nos bourreaux. Ils nous ont emmenés au cachot du police criminelle, où nous avons eu le temps de passer presque plus de 12 heures. Alors voilà pourquoi nous disons que non, c'est une violation flagrante de nos droits. C'est une violation flagrante de la Constitution. Le fait pour nous de prendre un point de vue, d'avoir pris une position dissidente, celui de l'autorité, nous avons été lynchés par le pouvoir de l'ancien gouverneur. Alors, à 10h, lorsqu'on arrive à quelques mètres du gouvernorat des provinces, à environ 5 mètres du gouvernorat, moi je suis en train de filmer avec mon téléphone, j'avais mon trépied, parce que je fais les mojos. Je vois un gars sortir, descendre sur la moto, commencer directement à s'attaquer aux manifestants. N'étant pas manifestant, moi je me suis retiré, je me suis mis à côté et je suis en train d'observer la scène là-bas. Et voilà, en tant que journaliste, c'est déjà un fait, ça sort de l'ordinaire, je devais prendre les images. Du coup, quand je commence à prendre les images, quelques 30 secondes après, derrière moi, je sens une force. Quelqu'un venir directement me donner un coup au niveau du dos. Alors l'état pour moi de regarder qui c'était, il prend directement mon téléphone, il me les ravit de force. Alors quand il me ravit le premier téléphone, le second téléphone tombe, puisque j'en ai dit, quelqu'un d'autre les ramasse. Alors là moi le temps de vouloir récupérer le téléphone qui était ravi, puisque c'est ça vraiment mon matériel de travail, il m'assène directement un coup dans le ventre. Alors quand il fait ça, j'étais obligé de me défendre. C'est comme ça que moi aussi, en voulant me défendre, un autre est venu m'asséner un nouveau coup dans le visage. C'est comme ça qu'ils ont pris d'abord donc les deux téléphones et ils avaient pris les trépieds que j'avais. Alors dans cet embrouille-là, je suis en train de chercher non seulement comment me défendre, mais comment récupérer quand même mon matériel. Et c'est là que je vais me rendre compte que la personne qui m'avait donné le premier coup, c'est un gars que je connais très bien, un agent du gouvernorat, il faut que je le précise comme ça. Et puis la deuxième personne, celui qui était venu après, je crois qu'il a un visage qui fait peur, ça doit être un Koulouna. Mais parmi les gens qui nous ont agressés ces jours-là, moi j'ai reconnu des agents du gouvernorat, j'ai reconnu un conseiller communal de la commune de Chopo. Et après, voilà, ils sont venus me dire, si tu penses que tu es fort, va porter plainte. Parce que, voilà, ce jour-là, on venait de condamner le militant Jedidia. Et pour eux, c'était donc à chaque action, on va porter plainte. À chaque action, on va porter plainte. Et il m'avait dit, si tu penses que tu es fort, va porter plainte. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, il faut d'abord qu'on précise que ce sont des civils. Et ça s'est passé devant la police du gouvernorat, qui a été incapable de me venir à moi parce que j'étais déjà en danger et j'avais d'ailleurs sur moi les insignes qui montraient que j'étais journaliste. Alors
Ça se passe devant la police du gouvernorat. C'était des jeunes non armés, mais qui se sont quand même servis des bateaux puisque les militants portaient des messages sur des calicots, et ces calicots étaient suspendus sur des sticks d'arbres. Alors c'était servi de ces sticks d'arbres là pour tabasser tout le monde. Donc des civils, des gens téléguidés par des politiques, et des gens, quand vous voyez des agents du gouvernorat venir vous menacer, voilà, l'auteur intellectuel de l'action n'est plus à quelqu'un à aller chercher très loin. On connaît directement qui est-ce. Joël, avant de décéder, nous, collectif des mouvements citoyens, nous avions planifié une activité devant l'Assemblée provinciale, une activité de sitting devant l'Assemblée provinciale pour exiger à nos élus de faire un contrôle parlementaire propre, rigoureux et sans parti pris. Vu que notre province est entrée de dégringoler, donc de tomber de haut en bas tout en roulant, on ne sait pas là où la province est entrée d'aller. Et c'était... moi, je n'étais pas là. Avant, je n'étais pas là. Mais après, je suis venu au moment que nos frères étaient déjà en pleine activité. Bon, je ne peux pas entrer directement, c'est mieux de rester à l'écart pour voir tout ce qui s'est passé, ça va passer. Et les policiers, je dis bien, c'était sous ordre de l'ex-gouverneur. Les policiers nous ont tabassés. Bon, quand on dit nous, et moi j'en fais partie, même si je n'étais pas ensemble avec eux, je parle au nom de tous les activistes qui étaient drainés ces jours-là. Et nous étions vraiment tabassés, molestés par ces policiers inconscients qui ne savent même pas leur rôle, qui ne savent même pas la mission de la police. Et Lambert était grièvement blessé les jours-là. Et Joël était drainé par terre, il était vraiment tabassé par des policiers sans tenir compte de son état de santé. C'est un PVH. Il fut un PVH, Joël Mbia. Il était aussi drépanocytaire. Mais ces policiers, ces voyous des policiers l'ont tabassé sérieusement, mon cher, je vous dis, monsieur le journaliste. Et si c'était pas Jed et les autres pour venir les tirer, ben, ils devraient décéder sur le champ. Ils devraient partir sur le champ. C'était pas seulement Joël. Il y avait aussi une camarade de Grasse. Il était également tabassé, sans tenir compte de son état qu'il est femme. Toujours ces policiers inconscients qui ne savent même pas leur rôle. C'est parce que tout ça, c'est parce qu'ils étaient autorisés par l'ex-gouverneur, M. Paul Lendongoli. Et après, nous étions rentrés. Joël ne sentait plus bien. Et après, avant cela, il était d'abord recherché. En fait, il était recherché par des mandats par-ci par-là, d'où on ne savait pas l'origine de ces mandats. Les gens de l'ANER cherchaient Joël et il m'appelait à tout moment. Maître, je suis recherché. Maître, est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer d'abord au parquet, voir qui est derrière ces mandats? De passer au parquet de grande distance? Oh non, on ne connaît pas une personne, Joël, ici, partout. Au niveau de l'ANER, il était recherché. Et il recevait des messages, donc des appels, pour ne pas dire des appels de menaces. Que si tu ne laisses pas le gouverneur, si tu n'arrêtes pas à écrire, à faire des articles, vous allez partir, nous allons vous tuer. D'ailleurs, regarde d'abord ton état et on va seulement vous étrangler, partir. Joël me parlait de ça. Et
il y avait des numéros masqués. On ne savait pas comment le déchiffrer. Des appels masqués. Il recevait des messages à tout moment et il me parlait de ça. Et heureusement, malheureusement pour nous, c'était pas par message ou soit au WhatsApp. Ils appelaient. Ils l'enregistraient également. L'imprudence, c'est parce qu'il ne m'envoie pas. Mais je vais chercher son téléphone chez eux et je vais retrouver ces audios-là. Donc, tu vois, Joël n'est pas mort naturellement. Il était tabassé le jour des sit-ins. Il était menacé. Donc, en fait, il faisait l'objet des arrestations partout. Donc, il était ciblé. Joël ne marche plus. Il était toujours cloué à la maison. Imagine-toi, nous qui travaillons, nous qui faisons le terrain à tout moment. Et votre circulation est bloquée. Vous ne serez pas à l'aise. Et ça affecte directement. Et c'est ça ce qui a amené Joël à partir. Confirme ça, je confirme. Joël n'était pas malade. Je connais très bien Joël. Je passais plus de moments avec Joël. Partout où Joël passait, j'étais toujours son coliste. Je confirme. Je n'ai pas peur de dire ça. Joël n'était pas malade. C'est suite aux tortures qu'ils ont réussi ensemble avec nos camarades de Lucha, Filimbi, Amka Congo et les autres. Et suite aussi à des messages, à des menaces de mort, que Joël est parti. Je le confirme avec beaucoup d'énergie. Je suis tellement blessé. Tellement blessé. Yedidia, vous avez suivi avec moi, avec beaucoup d'intention, les témoignages de vos camarades. Christian Kambi, qui est militant. Également le journaliste Gaston Mukendi et le témoignage de Seigneur Bouchiri, proche de Joël Mbia. On tient également à rappeler que Joël Mbia était aussi journaliste d'un média sur place dans la ville de Kisangani. Comment avez-vous réagi en apprenant cela depuis votre cellule? Alors ça fait un tas d'infos, mais je pense qu'il est important que je revienne sur des informations les unes après les autres. Parce que cette question, il y a pour moi 2 ou 3 informations importantes. La première information, c'est qu'il y a eu une manifestation publique, pacifique. Les autorités compétentes étaient légalement saisies, comme l'oblige la Constitution, parce que la Constitution nous donne le droit de manifester, mais ce droit-là est soumis à l'obligation d'informer à l'autorité compétente. Et les témoignages que j'ai suivis de maître Christian Kambi, un camarade de lutte, et d'ailleurs j'étais au courant que la manifestation, le maire de la ville était officiellement saisi. Il a même répondu à la lettre d'information. Avec accusé de réception. Il avait pris acte. Le maire de la ville avait pris acte il avait accusé réception pour cette manifestation-là. Alors, qu'une manifestation pacifique pour laquelle les autorités sont officiellement saisies tourne en un affrontement entre les manifestants pacifiques et un groupe de gangs, des sportifs, se réclamant adeptes ou fanatiques d'une autorité établie, et que la police intervienne essentiellement pour arrêter, interpeller essentiellement les victimes, parce que dans ces conditions, ce sont les activistes qui étaient des victimes. Cela est intriguant. Ceci démontre évidemment la faussée ou les retards ou les reculs démocratiques dans notre province de la Chopo. C'est un recul en matière de liberté, en matière de droits humains. Et c'est gravissime. On peut encore comprendre qu'il s'agisse encore d'une répression policière, mais pas d'un affrontement d'un groupe de personnes, des gangs protégés par les éléments de la police.
qui vient et qui les ignore carrément et qui s'en prend essentiellement, et qui s'en prennent, parce que je parle des éléments de la police, qui s'en prennent essentiellement aux manifestants pacifiques. C'est aberrant, c'est gravissime, c'est liberticide, c'est démocraticide, c'est de la tyrannie, c'est de l'anarchie. Ça n'existe pas en démocratie. Et ça, il faut vraiment les condamner. Je les condamne avec dernière énergie et nous espérons que pareille scène ne pourrait plus jamais se répéter dans une province comme la nôtre, dans un pays comme le nôtre, un pays qui se veut démocratique. Alors, la deuxième information qui est importante dans cette question, c'est les circonstances de la mort de Joël Mbiya. En tout cas, mon frère et ami Hervé, je te dis que c'est avec beaucoup de peine que j'ai affronté cette nouvelle-là. S'il y a eu des moments douloureux où j'ai refusé de manger, j'ai initié des grèves de faim, c'était lorsque j'ai appris la nouvelle de la mort de Joël. Vous n'avez même pas demandé l'autorisation de sortir et d'aller le rendre. Je vais en venir. Un dernier hommage. Le jour où Joël meurt, j'ai parlé avec lui le matin. J'ai encore la preuve de notre conversation. Il me dit, Jade, ils m'ont longtemps cherché. Ils vont m'arrêter à visage découvert. Dans la rue, je serai là. Nous allons faire tout pour te libérer dans le trou dans lequel on t'a mis. Tu ne mérites pas d'être là. Joël, c'était un guerrier. Moi, je l'appelais affectueusement sniper. C'était un militant dans l'âme, intègre, imperturbable, combattant et combatif. Malgré son handicap physique, Joël ne pouvait pas rester à la traîne. Il était à l'avant-plan dans toutes les manifestations et même dans les manifestations où il y avait un déploiement de la police. Même dans les manifestations où il y avait la répression. J'ai suivi dans les témoignages là des amis. Oui, ce qui s'est passé, c'est que le 30 septembre, Joël était là avec nous. Dans la manif, il a été tabassé, traîné par la police. J'étais là, je l'ai soutenu. Il était à deux pas de tomber dans un caniveau. Vous voyez, il y a un caniveau qui sépare la rue, l'enclos de l'Assemblée royale. Joël voulait tomber dans ce caniveau parce qu'il était tiré et par moi et par les éléments de la police. Vous voyez son état d'esprit. Joël ne se voyait jamais comme une personne vivant avec handicap. Il avait un état d'esprit extraordinaire. C'était un combattant, un vrai soldat. Et le soldat, lui, n'est pas mort. Il va continuer à vivre dans son combat. Et donc, les circonstances de la mort de Joël, c'est tel que les amis l'ont dit. Il a été tabassé avec nous. Moi-même, j'ai été bastonné au cours de cette manifestation. J'ai pas été le seul à être bastonné. Tous les autres camarades de la lucha, des Filimbo ont été bastonnés. Il y a même un qui a été blessé, notre ami Lambert Bakonda. Il y a même une dame qui a été tapée. Par les éléments de la police. Par les éléments de la police et touchée dans ses parties intimes. En pleine manifestation, nous étions pacifiques. Nous n'avions que des papiers sur nous. Vous savez, nous n'avions que nos papiers sur nous. Et cette manifestation a viré en une répression sanglante de la police. Et Joël était tapé. Malgré ça, il vivait en clandestinité. Il était forcé à vivre en clandestinité parce qu'il était évidemment recherché à cause de ses engagements, de son engagement, à cause de ses publications, à cause des articles qu'il écrivait en tant que journaliste. Il était menacé à cause de son engagement républicain. Son engagement et sa lutte contre la prédation, sa lutte contre la corruption et contre les détournements de fonds. Joël était recherché. Oui, plusieurs semaines avant, il était recherché. Il était recherché à cause de son engagement. Et les circonstances de sa mort devraient être éclaircies. Malheureusement, il a été enterré. Il n'y a pas eu d'autopsie. Dieu seul sait. Mais un jour, la justice sera faite pour Joël. Et nous continuons à crier et à exiger justice pour Joël. Quand on perd un frère de lutte, quand on voit la peur gagner les rangs, qu'est-ce qu'on s'est dit? Est-ce que parfois vous avez songé à arrêter votre, non, pas du tout. Votre combat? Au contraire, on est encore motivé. Vous savez, on ne pleure jamais un héros. On continue. La meilleure façon d'honorer un héros, c'est de continuer sa lutte
Et quand on perd un frère, et qu'on est en tôle, et qu'on est privé, vous avez posé la question, si j'avais... Oui, j'ai demandé à être escorté pour participer au deuil, mais on me l'a refusé. Voyez-vous, j'étais dans l'impossibilité de pleurer mon frère. Il a été enterré le 18 octobre. Le 18 octobre, c'est la date de mon anniversaire. Et j'ai été privé, en cette date-là, de la possibilité d'aller rendre un dernier hommage à Joël. Et donc, quand on perd un frère dans ces circonstances-là, ouf, on est encore motivé, engagé à poursuivre sa lutte pour honorer sa mémoire. Aujourd'hui, vous êtes libre. Mais pensez-vous que cette liberté est réelle? Que vous êtes vraiment en sécurité? Je suis encore victime. Depuis que vous êtes sorti... Depuis que je suis sorti de la prison, je reçois toujours des menaces de personnes inconnues. Et si vous allez même dans mes pages, dans mes réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a même certains qui ont les kilos de venir jusque sur mes pages pour m'insulter. Et je suis harcelé tant dans mes réseaux sociaux que dans mes téléphones. Et donc, mais pour moi, je sais que j'ai aucun problème avec personne. Ma lutte est une lutte républicaine pour le bien-être de la population, pour l'intérêt commun, et je ne céderai pas. Je poursuivrai ma lutte. Vous aviez dit dans votre mémo, je cite, le regard passif et complice des députés qui devraient en réalité défendre les intérêts. Que voulez-vous dire exactement? Le mémo qui a été déposé au niveau, le 30 septembre. Au niveau de l'Assemblée provinciale. Et pour nous, écoutez, les députés, à un moment donné, on a senti qu'ils n'étaient pas très engagés dans les contrôles sur des dossiers brûlants. Et aujourd'hui, on est fiers d'eux. Il faut les féliciter pour le boulot qu'ils ont fait. Ils ont enfin réussi à faire le boulot pour lequel ils sont rémunérés. Ils ont réussi enfin à faire le boulot pour lequel le peuple les a envoyés à l'hémicycle. Et malgré tout cela, malgré les arrestations, les menaces, les pertes également, parce que vous avez perdu votre collègue, vous continuez à croire à un Congo meilleur. Qu'est-ce qui vous donne encore la force d'y croire? La force d'y croire, c'est évidemment le fait de se dire, ok, d'accord, nous n'avons plus rien à perdre dans cette lutte. Nous sommes une génération condamnée. Si nous ne faisons rien, aujourd'hui, personne ne le fera à notre place. De toutes les manières, nous sommes une génération sacrifiée. Ce qui doit nous préoccuper, c'est l'héritage que nous allons léguer aux générations à venir. Et ça, c'est la plus grande motivation. Yedi Diamabela, on rappelle à nos auditeurs et auditrices de notre podcast que vous êtes défenseur des droits humains. Vous aviez été arrêté et puis libéré. Et puis acquitté, voulais-je dire, acquitté. Quel est le mot que vous pouvez donner à la génération future? Je vais m'adresser particulièrement aux jeunes. Ceux qui ont peur de la vérité, ceux qui ont peur de la justice, ceux qui nous oppriment, utilisent plusieurs façons pour nous museler. Ils utilisent la prison, ils utilisent la répression, parfois les menaces de mort. Mais je voulais m'adresser aux jeunes pour dire à tous les jeunes qui me suivent en ce moment, votre vie, celui qui tient votre vie, moi je suis chrétien pratiquant, et j'espère que celui qui tient notre vie, c'est Dieu, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui décide de quel jour nous allons partir. La mort est certaine. Naître, c'est commencer à vivre pour mourir. N'ayons pas peur de la mort, n'ayons pas peur de la prison. Par contre, agissons en toute responsabilité sur des questions d'intérêt général pour léguer un Congo mieux, un Congo différent de celui dans lequel nous vivons. La RDC, à travers ses diplomates, tourne partout dans le monde pour se dire vouloir respecter les droits humains. Des efforts commencés à être ressentis et porter ses fruits à New York, dans le couloir de l'ONU. Les arrestations des acteurs de droits humains, la répression de journalistes risquera de faire tomber une partie de ces efforts consentis, puisque les instances internationales de droits humains ont noté un comportement contraire à la logique démocratique. Yedi Diamabela, défenseur des droits humains, militant du courage ordinaire, son combat, c'est celui d'une génération qui refuse de baisser la tête. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous laisser vos réactions sur nos réseaux sociaux. Nous serons ravis de vous lire. D'ici là,
portez-vous bien et à la prochaine.